de m'avoir invité pour parler de cette séance. Même si, et je tiens à le dire tout de suite, ces questions sont très accessoires dans la thèse de doctorat que je suis en train de préparer ici à l'ENS. Et donc, je ne prétends absolument pas révolutionner le champ avec cette communication. Cependant, j'ai juste quelques éléments sur vraiment les courriers que je souhaite simplement définir et montrer quelle est à la fois les origines sociales, le quotidien et le rapport, plus précisément, aux ambassadeurs qu'entretiennent ces gens que sont les courriers au XVIe siècle. À la fin des années 1970, Paul Venn définissait l'histoire comme le récit de, je cite, « ce que font les gens ». Cette vision de l'historien à la recherche de gens faisant des trucs implique de partir de choses simples et concrètes pour en comprendre les mécanismes. Or, quoi de plus simple et de concret que d'envoyer une lettre ? La poste, le fait de fermer une lettre, de l'envoyer et de la recevoir, font partie de ces choses si concrètes qu'on aurait tendance à les oublier tellement l'acte paraît évident. À l'heure de la potentielle disparition du courrier papier au profit de l'électronique qui d'ailleurs nous sert de support aujourd'hui, c'est une partie de cette histoire matérielle, sociale et concrète, sociale parce que concrète, que je vous propose de tisser aujourd'hui. Au XVIe siècle, le mot courrier ne renvoie pas à la chose envoyée, mais à la personne qui la transporte. Le courrier est une personne, donc, portant des documents d'un point A à un point B. Il est un messager en qui on a confiance, un agent de liaison, chargé de porter d'un lieu à un autre des lettres et d'autres types d'objets. John Allen, dans un ouvrage sur la question en 1972, définit le courrier comme, je le cite, « un homme employé comme messager de manière suffisante pour que ses activités assurent une part substantielle de ses activités professionnelles ». Pour lui, donc, n'est courrier que celui qui en exerce les fonctions à temps plein ou presque. Mais, une fois défini le mot, reste à comprendre les origines, le quotidien, les objectifs, intérêts et réalités de ces gens. Le système postal médiéval et moderne est assez bien connu. Des travaux l'ont portraituré depuis les années 70, toujours, jusqu'à très récemment avec des projets dirigés par Alexandre Tessier, qui, vous l'aurez compris, est le véritable spécialiste de cette séance. Le système postal, quant à lui, existe dès le XIIIe siècle à échelle régionale. Il vient du système postal romain, sur lequel je reviendrai rapidement. Il est profondément modernisé au XVe et au XVIe siècle du fait des besoins administratifs croissants des États à l'échelle régionale et de la densification des relations internationales. Cette densification rend en effet nécessaire un solide réseau de transmission des informations de la façon la plus sûre et la plus rapide possible. Je vous passe les considérations historiographiques, il suffit de citer l'ouvrage de John Allen, comme je l'ai fait, puis un très bel article d'Alban Pialou sur les courriers au XVIIIe siècle, dans un ouvrage qui s'appelle, dirigé par Alexandre Tessier, qui s'appelle « La Poste, servante et actrice des relations internationales », ainsi que le travail de Clemente Fadele, ne veut pas tant produire, quant à lui, une histoire des courriers qu'une géographie postale précise, pour laquelle il fait des zooms, non pas sur des personnes, mais bien sur des lieux. Dans quelques jours, à Marseille, Jean Seigné parlera dans un colloque sur les distances de la question des maîtres de poste au XVIe siècle toujours. C'est le 6 novembre. Si les institutions postales, les lieux qu'elles emploient et leur mode de fonctionnement sont bien connus, il n'en est pas de même des gens qui le font tourner, ces fameux courriers. Ce sont eux, les courriers, qui chevauchent sur les routes pour délivrer les messages et les paquets. Ce sont ces courriers que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui à leur vie quotidienne, leurs tâches précises, les personnes pour qui ils travaillent ou encore leur statut. Pour restreindre le sujet et aussi considérer les courriers qui sont les plus mobiles, je ne me suis intéressé qu'aux courriers impliqués dans les pratiques diplomatiques, plutôt dans la première moitié du XVIe siècle. Cela demande tout de même quelques mots à propos des sources.
Ces courriers sont des invisibles. D'abord parce qu'ils sont très souvent muets, on a très peu de sources écrites directement par eux, et ils sont aussi souvent anonymes. La plupart de ces agents, des agents diplomatiques, mentionnent, je cite, le présent courrier ou ce courrier qui passait ou ce courrier dépendant de ma maison, mais sans donner de nom. La fonction, pour eux, suffit bien à dénommer ses serviteurs. Tisser une histoire des courriers est ainsi travailler sur des anonymes muets qui ont souvent seulement un surnom. Et en dehors de quelles lettres retrouvent l'archive d'État de France, je fais surtout une histoire des courriers par les mots des autres acteurs de la diplomatie. Donc je commence par une partie que j'ai intitulée Les courriers et la entre Moyen Âge et Renaissance, qui est vraiment un panorama général. Et sont souvent présentés comme des sortes de fonctionnaires des services postaux des époques médiévales et modernes. Dans les faits, c'est bien plus compliqué que cela, et le courrier peut même être considéré comme un acteur palliant le défaut de la poste. Pour comprendre la subtilité, il faut revenir au fonctionnement des systèmes postaux prémodernes. Comme pour beaucoup d'autres choses, la poste est une invention antique, perse puis romaine. Elle est intégrée dans un vaste réseau de transport de personnes et de biens liés aux activités de l'État romain. Transitent par cette poste les documents liés à la gestion de l'Empire, depuis les correspondances des gouverneurs jusqu'aux textes de loi votés à Rome. Sur le plan matériel, la poste est alors gérée par l'armée romaine. Les personnes chargées de passer les nouvelles en dépendent, en sont issues et lui obéissent. Au 1er siècle après Jésus-Christ, on commence à recruter les courriers parmi les Iuvenes, ce sont des jeunes hommes pas encore aptes au service des armes. Leur travail est de franchir une distance donnée, probablement à cheval, le plus rapidement possible. À chaque relais, un nouveau courrier est chargé de prendre la suite. L'Empire romain est ainsi balisé tous les 30 km environ pour assurer sa propre gestion. Au Moyen Âge, l'institution est un temps perdu, puis remise sur pied. Elle fonctionne alors surtout à l'intérieur d'un même territoire politique, et bien souvent à échelle locale ou éventuellement régionale. Les premiers courriers diplomatiques médiévaux apparaissent au début du XIVe siècle dans les comptes de la papauté. L'administration pontificale est alors à Avignon, c'est au moment de la scission de la papauté. Elle est déconnectée de ses réseaux italiens habituels et elle se met à employer des courriers pour faire les trajets vers l'ensemble de la chrétienté. À Bologne, un règlement de 1376 impose de tenir à disposition des et messagers et capables, toujours prêts à partir immédiatement avec des lettres et des ambassades des anciens de la commune. Conscients de leur capacité à paralyser l'administration du premier État médiéval qu'est l'Église, les courriers pontificaux cherchent à définir et officialiser leurs fonctions et surtout leurs droits. La logique, même lorsque des services similaires apparaissent dans les villes italiennes au cours du XIVe siècle. Concrètement, les courriers font pression pour obtenir des acquis liés à l'exercice de leurs fonctions. Parmi ces acquis, ils sont, par exemple, exemptés d'impôts. Ils peuvent aussi entrer et sortir des villes librement, même en cas de couvre-feu et de fermeture nocturne des portes. L'état actuel de notre société nous parle parfaitement. Ces exemptions pourraient apparaître comme des compensations. Il s'agit en réalité de mesures extrêmement pratiques liées à l'exercice de leur métier. Les courriers passent des ponts et des portes fiscales en entrant dans les villes, et ce à des heures aléatoires, imposées par les impératifs politiques. Sans ces exemptions, ils devraient payer des taxes à chaque ville traversée et devraient attendre parfois des heures avant de pouvoir délivrer un message potentiellement urgent. Néanmoins, ces avantages pragmatiques deviennent des compensations à partir de la retraite de ces hommes qui continuent à bénéficier des exemptions. S'ils n'exercent plus les fonctions, ils conservent le titre et par là même la possibilité de jouir des privilèges afférents. Ces dispositions continuent à la Renaissance. Le pouvoir politique tente alors, là on est à la fin du XVe siècle, de circonscrire au maximum le corps socio-professionnel des courriers, notamment en établissant et en mettant à jour des registres de courriers. En France, le nombre de courriers et chevaucheurs passe alors de 284 en 1483 à 120 en 1509. Donc il est divisé par deux environ. La Renaissance est ainsi une période de redéfinition du statut de courrier. Ces courriers statutaires sont moins nombreux,
mais deviennent aussi de véritables professionnels dont c'est le métier unique, quand les courriers du Moyen Âge exerçaient généralement ce type de fonction de manière plus ponctuelle. Cette définition de leur statut et fonction se fait lentement entre 1450 et 1600. Ils ne sont pas réellement intégrés dans les relais royaux parce qu'ils ne sont pas un simple relais. Il ne s'agit pas seulement de la fameuse poste royale. Eux transportent les dépêches du début à la fin de leur périple, des mains de l'expéditeur à celles du destinataire. C'est pourquoi ils sont des concurrents de la poste par relais, une manière plus rapide et plus sûre de transmettre des informations, mais aussi, bêtement, plus chère. Le courrier n'est ainsi pas tant l'équivalent Renaissance du facteur que celui du coursier, forcément plus cher qu'un simple timbre. Contrairement au système postal, le courrier peut assurer des services sur de longue distance et le plus rapidement possible. Il est cependant un usager du réseau postal, dans la mesure où il voyage la plupart du temps sur les routes prévues et entretenues à cet effet, et s'arrête dans les relais postaux lorsqu'il en ressent le besoin. Il est alors tentant de suivre une terminologie de plus en plus courante dans le champ des sciences sociales et de situer les courriers aux marges de l'activité diplomatique. Il est possible de suivre le chemin de cette tentation, mais uniquement en considérant le concept de marge comme une donnée sociale et non spatiale. En effet, le courrier n'est pas au cœur de l'activité diplomatique, dans la mesure où il n'est pas chargé de ce qui fait l'activité diplomatique en soi. Il ne négocie pas de traité, il ne représente pas un État ou un prince donné. Il exerce quelques activités informatives, je vais y revenir, mais cela est très difficile à quantifier. Le courrier est cependant lié à la capacité des agents diplomatiques à exercer leurs fonctions. L'information, en effet, ne saurait être transmise sans lui. Sans lui, pas d'instruction non plus, et donc difficile de négocier. Un représentant mal informé et incapable de négocier ne servirait pas à grand-chose et serait vite prié de regagner sa contrée d'origine. Ainsi pensé, le courrier apparaît aux marges de l'activité diplomatique, mais il est aussi tout à fait indispensable au fonctionnement du système. Comme beaucoup d'objets et d'acteurs marginaux, le courrier ne saute pas aux yeux du lecteur des correspondances diplomatiques de la Renaissance. Mais dès qu'on le cherche, il y apparaît très souvent. Les mentions ainsi sont généralement en début ou en fin de lettre. En début de lettre, il s'agit de dire que le courrier chargé de transporter les lettres précédentes, euh, il s'agit de dire le nom du courrier chargé de transporter les lettres précédentes, ce qui est en fait une manière de dire que si la lecture de cette lettre, les précédentes ne sont pas arrivées, il y a un problème d'acheminement. En fin de lettre, il s'agit d'excuser la fermeture de la lettre, l'arrêt de l'écriture, justement parce que le courrier chargé de la transporter ne souhaite partir plus vite et attend que l'agent veuille bien la terminer. Comme ici, un ambassadeur florentin en France au printemps 1549, je vous cite, le courrier ne donne pas de temps. C'est pourquoi je baise humblement les mains de votre Excellence et prie Dieu qu'il vous rende très heureux. Donc c'est une manière de clore les lettres extrêmement rapidement. Ces témoignages fréquents d'agents pressés par le courrier qui doit porter leur paquet montrent souvent le courrier comme un homme toujours sur le départ. Ces témoignages donnent aussi à voir un système diplomatique aux hiérarchies assez étonnantes. Ce n'est pas l'ambassadeur qui impose son rythme au courrier, mais bien l'inverse. L'ambassadeur dépend ainsi des courriers, qu'il doit souvent attendre pour lui-même se déplacer, ou bien simplement pour pouvoir négocier une affaire, attendant ses propres instructions. C'est ce qu'en témoigne l'ambassadeur français auprès de l'empereur lorsqu'il écrit, en 1540, je vous le dit Paget, donc l'ambassadeur anglais, a dépêché un courrier en Angleterre duquel il attendra le retour avant de repartir d'ici, à ce qu'un personnage digne d'être cru a dit qu'il fasse courir le bruit qu'il doit partir de jour en autre, d'un jour soudainement, un jour à l'autre. Le passage d'un courrier est souvent une opportunité donc pour les agents diplomatiques, mais il représente aussi un trajet préétabli et par conséquent à prendre ou à laisser. La présence du courrier n'est de plus pas toujours attendue. En janvier 1545, le secrétaire d'ambassade florentin Jacopo Guidi, donc lui il est secrétaire de l'ambassadeur en titre, est surpris de retrouver à Fontainebleau, donc quand il arrive sur place, le courrier Montebuono, donc c'est un surnom,
le Florentin lui aussi, qui s'apprête lui à rentrer en Italie. Le secrétaire eût volontiers profité de cette présence pour lui confier des lettres à destination de Florence, mais Montebuono ne s'arrête pas vraiment et ne lui en laisse pas le temps. Le secrétaire ne se laisse pas abattre, vous allez le voir, et envoie le jour suivant un cavalier de la suite diplomatique rattraper le courrier pour lui confier un paquet. Il vaut mieux en effet dépêcher un cavalier choisi parmi les serviteurs de l'ambassadeur que d'attendre de pouvoir employer un autre courrier qui rentrerait en Italie. Avec le temps, les ambassadeurs disposent de courriers attachés à leur propre maison. Au XVIIe siècle, un traité sur la charge d'ambassade préconise d'ailleurs de disposer de, je cite, 12 estafiers, dont 10 peuvent être pris en Italie, et les 2 autres pourront être faits de 2 grands paquets qui seront de France et qui serviront par le chemin. Et il faudra bailler à chacun part de 7 écus par mois, qui est par an 1008 écus. La géographie du recrutement des courriers proposés dans ce traité est assez intéressante. Il s'agit de courriers destinés à travailler pour l'ambassadeur de France à Rome. Parmi ces 12 courriers, l'auteur recommande de n'embaucher que 2 Français et de recruter 10 personnes en Italie. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils seraient italiens. Si le traitement semble égalitaire, les fonctions ne le sont pas, dans la mesure où les 2 Français sont principalement chargés des voyages France-Italie, et les 10 autres, donc de transporter la correspondance à l'intérieur de la péninsule italienne. Au passage, cela dit quelque chose du ratio d'activité entre la correspondance entretenue par les ambassadeurs avec leur pairs, donc en Italie, et les rapports qu'ils entretiennent avec leur pays d'origine. L'ambassadeur écrit en effet et envoie énormément de lettres. Ces lettres sont regroupées par paquets et transportées par un courrier. Il ne transporte jamais ou quasiment jamais une seule lettre. Ces trajets se font entre le lieu de l'ambassade et le lieu d'origine, mais aussi sur le terrain de l'ambassade. Au sein du royaume où il est envoyé, l'ambassadeur a en effet aussi besoin de correspondre avec ses contacts dans d'autres villes ou bien tout simplement à la... Compte tenu de la durée nécessaire à chaque voyage, d'autant plus lorsqu'il s'agit de voyages internationaux, chaque courrier peut partir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour un seul paquet. Même quelques paquets, mais un nombre restreint. Ainsi, le contingent de courriers affecté aux seuls ambassadeurs ne suffit pas. C'est ce qui pousse les ambassadeurs et les secrétaires à faire preuve de solidarité entre eux, ainsi qu'à rationaliser l'usage des courriers, qui apparaît dans les faits en fait bien plus souple qu'il pourrait l'être conçu dans un monde idéal. C'est ainsi qu'un Mantuan témoigne en 1539 que, je cite, l'ambassadeur impérial dépêcha hier un des courriers du roi à toute vitesse, n'ayant plus aucun des siens à disposition. Ces services sont réciproques. Les ambassadeurs peuvent rendre l'appareil au roi en confiant à leur courrier des lettres destinées aux ambassadeurs français stationnés en Italie. C'est ce que confirme ici François Ier en 1530, je cite le roi directement dans une lettre à son ambassadeur. Messire, je vous ai, à ses ambassadeurs, qui sont deux, je vous ai dernièrement satisfait à ce que vous m'avez écrit du 27e du mois passé, et vous a été envoyé ma dépêche par un courrier expédié le 16e de ce mois par les ambassadeurs de l'empereur, estant ici pour aller devers leur maître. Donc le roi lui-même utilise les courriers envoyés par un ambassadeur étranger dans un pays étranger. Les courriers, cependant, ne sont pas que des porteurs rapides de lettres. Les surveiller est une manière de se tenir au courant de l'imminence d'un événement diplomatique. Là, c'est leur activité informative qui m'intéresse. Lorsque des courriers arrivent à la cour et qu'un ambassadeur est reçu soudainement en audience, cela signifie logiquement que quelque chose s'est passé. Pour ces raisons, les dépêches mentionnent souvent l'arrivée d'un ou plusieurs courriers dans la maison d'un confrère. Souvent, ces mentions s'accompagnent d'un sentiment de frustration ou d'attente, dans la mesure où l'arrivée d'un courrier signifie l'arrivée d'informations, et que le but de ces hommes est d'obtenir ces informations le plus rapidement possible, et si possible, en passant outre les autres ambassadeurs sur le terrain. C'est ainsi le cas à Bruxelles en 1549, lorsque Charles de Marillac, ambassadeur d'Henri II, rapporte l'arrivée d'un courrier anglais à la cour impériale. Je le cite, au demeurant, hier arriva un courrier venant d'Angleterre, après la venue duquel j'ai su, par quelqu'un de la maison du dit ambassadeur, qu'il y avoit porté quelques nouvelles qui ne plaisoient guère,
mais qu'on en saunoie encore mot. Donc nous n'en savons encore rien. On retrouve quelque chose de très similaire avec l'ambassadeur mantoue Fabrizio Bova en 1939. Je le cite. Sont venus ensuite 2 courriers, l'un après l'autre, auprès de l'ambassadeur impérial, lequel aujourd'hui est resté en audience avec le connétable plus de 3 heures, avant de rester un long moment avec le roi. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'en savoir quoi que ce soit. Cependant, par des lettres particulières par le premier de ces courriers, on sait que l'impératrice a accouché d'un fils mort-né. Cette forte surveillance des courriers pousse certains d'entre eux à se déguiser en marchands, parfois même en paysans, afin de voyager plus discrètement. Ils essaient aussi parfois de se faire passer comme venant d'un autre pays que celui pour lequel ils travaillent, par exemple en adoptant des tenues typiques d'une cour et pas d'une autre. Ces pratiques demeurent assez rares. La plupart du temps, les courriers travaillent au grand jour et parce qu'ils bénéficient d'une forme de protection diplomatique, ils ne craignent pas particulièrement d'être ni arrêtés ni découverts. La lettre de Bob, du Mantuan que je venais de citer, dit cependant en demi-mot que discuter avec les courriers est un moyen de savoir ce qu'il se passe ailleurs. Parce qu'il voyage beaucoup et rencontre des gens bien placés, il dispose d'informations fraîches sur des pays lointains, parfois hors de la capacité de projection des propres des ambassadeurs. C'est ce que dit ici, je recite Charles de Marillac, donc toujours l'ambassadeur d'Henri II à Bruxelles, qui dit à propos de l'Angleterre, je le cite, un courrier venant d'Angleterre m'a dit qu'on avait fait nouvellement prisonnier 2 gros seigneurs et qu'il ne m'a su autrement nommer, et que l'on tenoit ce trésorier qui est ici si suspect qu'on n'attendoit que son retour pour le coffrer avec les autres. Donc toutes les informations clés passent originellement par les courriers. Certains courriers ont ainsi la langue bien pendue et se retrouvent évidemment très appréciés des agents diplomatiques. Les courriers peuvent en effet être des informateurs précieux dans la mesure où ils portent et connaissent les nouvelles avant tout le monde. Ainsi, le Flormeo, c'est son nom aussi, qui rapporte régulièrement les mouvements de troupes françaises pendant la guerre de Sienne, donc dans les années 1550. Faire route avec les courriers peut aussi être un bon moyen de les faire parler pour passer le temps du voyage. En septembre 1959, un ambassadeur argentin à peine arrivé en France explique qu'un membre de sa suite a fait route avec un courrier espagnol jusqu'à la maison de l'ambassadeur d'Espagne. Au cours du trajet, le courrier lui confie incidemment les mouvements de la correspondance de l'ambassadeur, information tout à fait pratique pour qui souhaite tout simplement intercepter des lettres par la suite. Les informations ainsi récoltées ne sont néanmoins pas toujours aussi importantes. En 1559, l'agent florentin Pandolfo della Stufa, qui stationne à Bruxelles, apprend l'arrivée à Paris de son homologue, Leone Ricasoli, par la voie d'un courrier qui fait le trajet Paris-Anvers. Je le cite. Ce jour, par un courrier venu de Paris, j'ai entendu votre arrivée à bon port à la cour du roi très chrétien, ce que vous saurez déjà m'être très agréable. Et il m'a été encore plus agréable d'entendre l'arrivée à bon port de Messire Giulio, votre frère. Donc là, on voit des informations qui sont beaucoup moins. C'est juste sur les déplacements de ces agents, de collègues, tout simplement, dont ils apprennent la bonne arrivée. En temps normal, il demeure difficile de faire parler les courriers, cependant, et il faut en venir à la corruption pure et simple. Dans les comptes d'ambassadeurs, des versements, je cite, de courtoisie, apparaissent de façon ponctuelle et destinés aux courriers. C'est là la marque de ces formes de corruption pour obtenir des informations ou plus encore pour obtenir l'ouverture de paquets appartenant à la concurrence. On en trouve par exemple les traces dans les comptes de Matteo Dandolo, qui est un ambassadeur vénitien en France au début des années 1540. Et dans ces comptes, on trouve le 28 septembre 1540 deux ducats et 6 sous, un courrier, je cite, par courtoisie. Les mêmes comptes témoignent de divers versements de ce genre, relevant explicitement de la corruption, ainsi que le versement est qualifié par courtoisie de. Ces dessous de table peuvent augmenter fortement dans des circonstances d'urgence ou de danger. En avril 1547, à l'annonce de la mort de François Ier, Henri II fait interdire à tous les courriers de franchir les frontières sans un passeport signé de sa main, sous peine de mort. Le roi prépare une large révolution du palais et ne souhaite pas que les ambassadeurs étrangers stationnés en France puissent diffuser des rumeurs ou des informations sensibles.
Les ambassadeurs en poste à Paris ne s'avouent pas vaincus. Ils tentent notamment de confier leurs lettres aux courriers dépêchés par le roi de France dans les grandes cours européennes pour annoncer officiellement la mort de François Ier et donc l'avènement d'Henri II. C'est l'ambassadeur vénitien qui raconte la scène. Lui négocie avec le courrier envoyé à Venise, donc le courrier du roi de France. Compte tenu des risques encourus par celui-ci, ainsi que de la position de force dans laquelle il se trouve, l'ambassadeur se voit soutirer pas moins de 30 écus, soit environ 4 fois la somme requise à cette époque pour un tel voyage. Et il semble que le courrier tire donc un beau profit de la situation, d'autant plus qu'il s'agit là d'un bénéfice net, puisqu'il est déjà payé par le roi pour faire le trajet. Tous les courriers, cependant, n'acceptent pas le risque, par probité peut-être, par peur des conséquences plus certainement. Je vous rappelle qu'il y a une peine de mort à qui désobéirait. Ainsi, le Vénitien se vante-t-il d'avoir un train d'avance sur le nonce du pape, qui n'a pu obtenir la même chose du courrier envoyé à Rome. Pour les ambassadeurs, ces paiements sont toutefois un gouffre financier et une perte d'énergie considérable, comme en témoigne un Florentin en 1559 lorsqu'il dit au duc de Florence, je cite, les dépêches pour l'Espagne ont été envoyées ce mardi par un courrier du roi de France qui s'en allait en Espagne, de sorte que votre Excellence, donc comme de Médicis, a économisé 200 écus, et moi une fatigue non moins grande. Ces questions de pot de vin et de rémunération amènent à une question essentielle qui est justement celle de la rémunération des courriers. Celle-ci ne semble pas obéir à des règles précises, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle des États. Il semble plutôt que le marché de l'envoi des lettres réponde strictement à la loi de l'offre et de la demande, ainsi qu'aux circonstances d'envoi. En décembre 1527, un ambassadeur florentin demande à son gouvernement de doubler la somme qu'il a lui-même donnée au courrier Bellembe, dont le surnom a donné nom à mon intervention, qui est alors au début de sa carrière. L'ambassadeur précise que lui-même a versé en amont au courrier une somme et qu'elle devra lui être remboursée au titre de ses frais de mission. Cette rémunération en 2 temps est alors une manière de s'assurer, dans une situation géopolitique délicate que je n'ai malheureusement pas le temps de développer, que le courrier remplira la mission. Les sommes perçues par les courriers comprennent cependant 2 choses, à savoir leur salaire à proprement parler et ce dont ils ont besoin pour payer les frais de voyage. Il semble en effet qu'ils aient à avancer leurs frais de mission, qu'ils leur sont remboursés par la suite par les ambassadeurs, les autorités locales, certainement en fait les deux. Ces sommes peuvent être importantes, comme le témoigne encore une fois la feuille de compte de Matteo Dandolo en 1540. Dandolo, donc je le rappelle qui est ambassadeur de Venise, s'attache les services de 2 courriers dans les premières semaines de sa mission, lorsqu'il part de Venise pour aller en France. Ces 2 courriers, ce sont Pélégrin et Zambon. Le premier le suit jusque Melun et reçoit pour ses services du 6 novembre au 31 décembre un peu plus de 18 ducats. Le second, lui, reçoit un versement de 17 ducats le 9 janvier pour ses services depuis le 18 novembre, date à laquelle il rejoint l'ambassadeur à Milan avec ses instructions. Pélégrin, une fois arrivé à Melun, repart à Venise avec les premières lettres de Dandolo et qui sont envoyées depuis donc la cour de France. Il touche en guise de frais de mission la coquette somme donc de 27 ducats. S'il semble être bien loti sur le plan financier, le travail des courriers n'en est pas moins difficile, d'autant plus lorsqu'ils sont chargés des voyages entre France et Italie. 2 historiens ont récemment et séparément en effet montré la difficulté à traverser les Alpes au début de l'époque moderne. D'abord, Clemente Fedele, qui a mis en lumière ce qu'il a appelé la Gran Strada di Francia, la grande route de France, c'est-à-dire les routes permettant de traverser les Alpes et qui apparaissent sous sa plume bien plus que seulement traverser les armées françaises en quête de gloire en Italie. Son point de vue est, et c'est là ce qui nous intéresse particulièrement, centré sur l'histoire des postes. Il complète en cela la thèse de Julien Guinan, qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes, et qui s'attarde quant à lui sur l'expérience de la traversée des Alpes par les soldats français entraînés dans les guerres d'Italie. Il faut d'abord revenir sur les routes empruntées. Les Alpes ont une particularité du point de vue de l'histoire postale, à savoir qu'elles sont jonchées dès le XVIe siècle de relais de poste, mais qu'il n'y existe pas, ou presque pas, de poste royal.
Pour l'ensemble de l'époque moderne, on recense une petite dizaine de chemins possibles pour traverser les Alpes. Sur ces routes, les courriers se déplacent différemment des autres voyageurs, ne serait-ce que dans leur manière de gérer le temps. Les voyageurs normaux, entre guillemets, avancent à la journée afin d'éviter de marcher ou de chevaucher la nuit. Ils s'arrêtent à la nuit tombée dans des auberges qu'ils ont généralement présélectionnées grâce aux conseils de personnes ayant déjà fait le trajet. Les courriers les moins pressés suivent ce mode de voyage. Les plus pressés, eux, depuis le XVe siècle et le développement des relations entre l'Italie, la Bourgogne et la France, ne s'arrêtent pas du tout la nuit. Ils ne s'arrêtent au relais que pour changer de cheval. En 1554, le roi de France prévoit même 100 écus supplémentaires pour une course exceptionnelle de Paris à Ferrare, précisant que la somme est destinée à payer les chandelles à ceux qui devront porter la lanterne pour courir de nuit. L'anecdote, aussi drôle soit-elle à imaginer, est aussi révélatrice. Les courriers peuvent d'une part être accompagnés, d'autre part, ils sont parfois obligés de courir jour et nuit en ne s'arrêtant probablement que quelques heures pour se reposer. Les conditions, les conditions de voyage dépendent aussi beaucoup de ce qu'ils portent. En effet, les courriers ne portent pas que des lettres. John Allen, en 1972, faisait déjà l'inventaire des objets plus ou moins incongrus qu'il avait croisés dans les sources, depuis des livres jusqu'à des diamants, en passant par des vêtements et même des fruits et légumes. Cette multitude a des conséquences sur les conditions de travail des courriers qui vont aller plus ou moins vite selon la taille et le poids de leur chargement. Certains durent même parfois souffrir du poids des paquets. En 1545, un banquier florentin installé à Londres envoie en Italie, donc de Londres à l'Italie, 9 chevaux de prestige en cadeau au duc et à la duchesse de Florence. Faute de poste entre Londres et Florence, mais aussi compte tenu de la préciosité de la cargaison, c'est un courrier qui est chargé de la course. Là, il faut bien imaginer que le trajet est loin d'être une course au galop avec seulement une sacoche remplie de lettres. La traversée de la Manche à elle seule dut être une épreuve, d'autant plus que la chose se passe au mois de mars, lorsque les tempêtes sont encore fréquentes sur la Manche. Si les chevaux arrivent à bon port, ce ne peut être qu'au prix d'un effort constant et fastidieux de transport et de protection, dans la mesure où un chargement de valeur attire aussi les bandits de grand chemin, dont sont souvent victimes les courriers. Parfois, cela donne lieu à des situations cocasses, notamment lorsque les courriers perdent une partie des paquets dont ils sont chargés. Ainsi, en 1550, le consul de la nation florentine de Lyon est par exemple mis à contribution pour régler une affaire insolite. Un paquet envoyé depuis la cour de France jusque Rome aurait été ouvert en route et l'ambassadeur français à Rome se serait plaint du manque de sécurité et de respect d'un paquet bénéficiant lui aussi de l'immunité diplomatique. Les autorités françaises suspectent alors le duc de Florence, donc comte de Médicis, d'avoir ouvert le paquet lorsque le courrier est passé en Toscane dans le but de subtiliser ou de copier des lettres qui s'y trouvaient, ce qui est une pratique extrêmement courante au XVIe siècle. Le courrier, un Florentin, est parti de Lyon. Le consul a le réflexe de le retrouver afin de l'interroger sur le trajet et le soin qu'il a mis à transporter le paquet. La vérité découverte alors par le consul est très loin d'une affaire d'interception ou d'espionnage. Le courrier, un certain Spadone, avait perdu sur la route l'un des paquets qu'il était chargé de transporter. Au cours d'une première étape italienne, il essaie de trouver dans les paquets restants le moyen de dédoger les clients lésés. Trouvant le paquet diplomatique français assez lourd, il l'ouvre. Pardon. Donc il l'ouvre, mais n'en sort que déçu, n'ayant trouvé rien d'autre en fait que bêtement des lettres et du papier dont il ne pouvait pas revendre. La bêtise donc du dissident n'est découverte qu'à Rome, lorsque l'ambassadeur trouve son paquet ostensiblement ouvert. Les autorités françaises demandent au consul de faire le nécessaire pour punir le courrier. Mais celui-ci est resté en Italie après sa course. Le consul demande donc au duc de Florence de faire le nécessaire, notamment en éloignant définitivement le courrier fautif des paquets diplomatiques français. Revenons à des considérations plus sérieuses. En effet, au-delà de la seule rémunération et de l'approche de leurs conditions de travail et de leurs bêtises, l'histoire sociale des courriers pose un problème méthodologique à l'historien.
Pour qui étudie la diplomatie à temps plein, il est facile de rechercher des traces liées aux activités des courriers dans les lettres et comptes des ambassadeurs, ce que j'ai fait ici. Tout bêtement, on a des transcriptions de lettres à foison et il suffit de faire une recherche par mots-clés. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez facile à réaliser. Ces documents sont bien connus et ils permettent de replacer les courriers dans leurs tâches et leur environnement quotidien, celui des mondes de la diplomatie et des postes. Mais ce portrait n'est que parcellaire, dans la mesure où la gestion de leur activité, dans la mesure où ces documents ne donnent que le point de vue des ambassadeurs et des autres acteurs liés à la gestion des activités diplomatiques. Dans une moindre mesure, l'étude des actes des maisons postales et de la correspondance des maîtres de poste donnerait un cas similaire. Chercher à faire l'histoire sociale des courriers, donc, c'est chercher à sortir de ce point de vue par les patrons et rechercher la voie des courriers eux-mêmes. C'est cette recherche que j'ai essayé de réaliser dans les fonds florentins, en rassemblant les lettres envoyées par les courriers de la chancellerie florentine et dont les maigres résultats constituent ma dernière partie. À Florence, la constitution du Principat médicéen en 1530 lance une vaste réforme du fonctionnement de l'État. En 1549, ce sont les courriers qui voient leur statut et leurs fonctions précisées, suite à une demande de clarification des courriers eux-mêmes. La précision amène à la rédaction d'une liste de courriers et de chevaucheurs de l'État florentin qui est très peu fournie. Elle compte 7 courriers et 5 chevaucheurs. Étienne, c'est le document que je t'ai envoyé. Si tu peux le montrer. Je ne sais pas comment on fait. Ouais, je vais le montrer. Donc c'est le document que normalement vous devriez bientôt voir. Ce document est signé, voilà. Merci beaucoup. Ce document est signé par l'un des principaux secrétaires du duc de Florence et va plus loin encore en précisant les attributions de chacun. C'est au bas du document. En 1549, les courriers florentins obtiennent le monopole sur les voyages hors de la péninsule italienne. Les missions sont présentées à l'ensemble des courriers, qui se partagent ensuite les tâches, sauf si le duc souhaite attribuer une mission spécifique à un courrier en particulier. Les courriers peuvent aussi effectuer des voyages à l'intérieur de la péninsule italienne qu'ils partagent avec le chevaucheur. Courriers et chevaucheurs florentins doivent porter un signe, le blason du duc, les identifiant comme serviteurs de Côme Ier. Ils doivent également être en mesure, si besoin, de montrer un blason impérial, l'empereur étant le protecteur des Médicis depuis 1530. À regarder de plus près la liste des courriers que vous avez à l'écran, on apprend d'autres éléments. Bella gamba, donc belle jambe. Le courrier qui a donné son nom à cette communication a au moins 25 ans de carrière en 1549. En 1527, il était déjà utilisé par Anton Francesco degli Albizzi, ambassadeur de la République de Florence, qui est alors en rupture totale avec les Médicis, donc en 1527. En 1549, il est toujours là, et sert cette fois-ci les Médicis, qui sont les fossoyeurs de la République qu'il servait alors. Cela signifie plusieurs choses. D'abord, courrier n'est pas forcément une étape dans un cursus honorum de la diplomatie, il s'agit plutôt d'un métier en soi. Cela contredirait l'idée de John Allen, qui voulait que les ambassadeurs aient effectué un service plus ou moins long en tant que courrier avant de grimper les échelons. Ensuite, la liste donne des informations clés sur les liens entre les courriers. Domenico est le fils de Montebuono, un courrier alors à la retraite depuis peu. Il semble que son fils ait pris le relais. Narni est quant à lui le gendre de Cenchenio, lui toujours en activité. Andrea, enfin, est le neveu de la femme d'un autre courrier à la retraite. En l'état actuel des recherches, rien ne dit que les courriers se transmettaient les surnoms, comme c'est par exemple le cas pour certains héros, et donc on peut tout à fait penser qu'il s'agit d'une société extrêmement restreinte. Avant de crier à l'entre-soi social, il faut replacer les choses dans leur contexte général. La société d'Ancien Régime est marquée par une forte inertie familiale et professionnelle. Le marché du travail n'est pas ouvert. Il est contrôlé par des guildes et des confréries qui limitent de fait la capacité à entrer dans un corps de métier. Quelques rares exceptions confirment la règle. Il faut ainsi attendre plusieurs décennies pour que les imprimeurs se constituent en guilde et contrôlent l'entrée dans la profession. Évidemment,
Ces guildes fonctionnent sur la cooptation et sur la succession familiale. Concrètement, un maître fait entrer un membre de sa famille dans la corporation, souvent son fils, mais aussi un neveu ou un gendre. Sans cette carte d'entrée, qu'on appellerait aujourd'hui un piston bêtement, il est difficile d'entrer dans une profession. Les documents florentins précités, qui montrent qu'une partie substantielle des courriers sont liés entre eux par le sang, semblent aller dans le sens de l'existence d'une forme comparable d'organisation, peut-être pas aussi précise, parmi les courriers. Cet entre-soi n'est pas la seule caractéristique que l'on peut tirer des quelques traces directes des courriers. Les lettres qui décrivent sont, pour les fonds florentins étudiés, des perles rares. Elles sont quasi absentes du fonds dédié aux archives d'État de Rome, issu de l'activité postale des États pontificaux. Je n'en ai pas trouvé non plus trace à Bologne, ni à Venise, où cependant mes recherches ont été beaucoup plus brèves qu'à Florence et à Rome. Leur manque de conservation dans les archives ne signifie pas qu'elles n'ont pas existé. Euh, Leur manque peut en fait vouloir dire que les courriers écrivent peu. Il peut également dire que les lettres des courriers ne sont pas jugées importantes et que, dans ce fait, elles sont peu sujettes à l'archivage. Quoi qu'il en soit, les quelques lettres signées directement par les courriers ne semblent pas être écrites par des secrétaires de chancellerie. Leur existence semble attester l'idée que nos courriers sont lettrés et qu'ils disposent d'une formation minimale. Même dans une péninsule italienne marquée par une sous-représentation de l'illettrisme par rapport au reste de l'Europe, c'est un point important à noter. À noter que les caractéristiques qui suivent se retrouvent au niveau de la correspondance entre secrétaires de chancellerie et maîtres de poste, qui gèrent, eux, les courriers au quotidien. La calligraphie et l'orthographe des lettres des courriers et des maîtres de poste tendent à révéler un faible niveau d'instruction. L'écriture est plus qu'ailleurs marquée par des usages phonétiques de la langue italienne. L'accolade de mots qui devraient être séparés y est presque la norme. Des fautes révélant un usage phonétique de la langue, comme par exemple le non-doublement des consonnes, sont également très fréquentes. Ce qui est assez peu fréquent du côté des lettres d'ambassadeurs ou de secrétaires d'ambassade, par exemple. Malheureusement, la faible quantité de lettres empêche d'aller plus loin. Le corpus étant de plus assez peu étoffé, il faut s'en remettre à quelques suppositions qui feront office de conclusion pardon, à l'ensemble de mon propos. Les courriers, donc, sont des gens informés, disposant de compétences claires sur le voyage, ses conditions, ses lieux. Ils viennent d'un milieu potentiellement fermé qui tend, pour la part la plus officielle, à se resserrer à la Renaissance. Ce resserrement est en partie un effet statistique. Les courriers d'État sont peu nombreux parce que l'immense majorité des paquets étaient portés par les courriers dépendant directement des ambassadeurs ou des marchands. Les routes officielles, y compris dans le champ international, devaient être utilisées à la fois par des courriers et par des chevaucheurs. C'est au moins le cas à l'échelle de la péninsule italienne, qui, je le rappelle, n'est pas unifiée à l'époque, mais c'est aussi certainement le cas à l'échelle européenne. Ces courriers doivent se croiser régulièrement, échanger des informations, s'entraider, certainement plus que se tirer dans les pattes. Ils partagent un mode de vie très particulier, difficile et usant, ce qui explique qu'ils soient particulièrement susceptibles à la définition, à propos de la définition de leur statut et de leurs attributions, ce qu'attestent les documents florentins de 1549, mais aussi l'existence d'une petite guerre entre courriers entre Gênes, Rome et Florence en 1555, et les documents que j'ai pu consulter du fonds Camerale Poste des archives d'État de Rome, dont malheureusement je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Les recherches sur le sujet sont évidemment à poursuivre. Sur le plan de l'histoire sociale, qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Que font-ils en dehors de leurs activités professionnelles? Que deviennent-ils une fois retirés? Dans une visée similaire à ce qui a été récemment fait à propos de corps spécifiques, comme la garde allemande des Grands-Ducs de Toscane, qui vivent en communauté totale à Florence, ou les héros qui ont été étudiés par Pierre Couot et qui vient lui aussi de publier sa thèse chez Classique Garnier. Or, cette identification est l'une des conditions d'écriture de cette histoire sociale et concrète, difficile parce que dépendante en fait de fonds peu bavards.
C'est ce travail qu'il faut poursuivre dans l'optique d'une meilleure connaissance des gens, de ces gens. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Je vais essayer de me remettre en visible. Oui, il n'y a plus besoin du document. Ok. Ouais. À nouveau, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Si, on te voit maintenant. D'accord, eh bien, ravi. Merci beaucoup, Pierre, pour